Bon, est-ce que je suis prêt pour l'école du 21e siècle, moi? Formé par les nouvelles écoles normales? Check. Dopé à l'autorité des maîtres pour le choc d'autorité? Check. Uniforme des élèves? Oui, c'est bon. Check. Manuel officiel du ministère? Check, c'est bon. Habit de cérémonie de hussard de la religion de la laïcité? Oui, j'ai ça, c'est dans un coin. Check. Casquette du SNU? Casquette du SNU? Mais où est-ce que j'ai mis ma casquette de vigile de supermarché, moi? Bonjour, la période de la Troisième République, s'étalant de 1880 à 1940, n'est pas seulement un temps de stabilisation des institutions du pays et en conséquence des politiques qu'elles permettent, mais aussi le moment d'une structuration de l'école qui profite d'une cohérence du pouvoir pour parachever l'ensemble des visées qui y maturaient depuis 1790. Ce qui se présente à la conscience commune comme un âge d'or de la démocratie et de l'institution scolaire ne va toutefois pas sans une idéalisation a posteriori alimentée par une mémoire sélective ou tout bonnement par des fantasmes infondés. Bon, il est temps de remettre l'uniforme à l'école. Voilà, allez, c'est comme ça, faut faire comme au bon vieux temps. Sauf qu'il n'y a jamais eu d'uniforme à l'école publique en France, jamais. Donc je crois que les gars viennent d'un univers parallèle. En fait, c'est ça, ils sont pas de chez nous. Les réformes scolaires entamées par cette toute jeune république, indésirée et conservée par défaut, ne sont pas réellement novatrices, poursuivant simplement les luttes déjà anciennes sur la gratuité, la laïcité, l'éducation des filles ou encore l'obligation scolaire, auxquelles elles donnent juste enfin corps en s'opposant à la loi qui jusqu'ici domine et structure l'institution, la loi Fallou. Les républicains, un courant politique progressiste s'opposant à une vision libérale, monarchique ou encore impériale de l'État, concevait la loi scolaire de 1850, dite loi Fallou, comme un texte non seulement régressif, ayant remis en cause plusieurs acquis sur l'indépendance de l'école vis-à-vis des autorités religieuses, mais aussi comme le responsable de la mise en danger du système scolaire public. En facilitant la création d'établissements privés, c'est le public scolaire qui vient à manquer, et la part de l'école publique dans l'enseignement a déjà régressé en 1880 à un niveau alarmant. Alors, ce qui est drôle, c'est que les républicains n'arrêtent pas de s'opposer à la loi Fallou en disant qu'elle est régressive, etc., etc. Mais en fait, ils oublient de préciser que c'est la loi qui a permis véritablement de faire progresser la scolarisation des filles et leur alphabétisation. On appelle ça la mémoire sélective. Il faut préciser que l'école publique n'a pas grandement changé depuis la période révolutionnaire. Les établissements scolaires sont mal distribués sur le territoire, les salles surpeuplées, mal éclairées, mal installées, étroites et dénoncées globalement comme des taudis. Quant à l'enseignement, il est globalement, lui, aux mains des congrégations fort nombreuses qui profitent d'un certain nombre de privilèges et enseignent dans des conditions beaucoup plus favorables. Une bascule s'est en effet réalisée. L'école confessionnelle, originellement, se chargeait des pauvres, faisant une véritable mission de service public sur laquelle s'appuyait l'État. Mais ces écoles privées ont commencé à instaurer une ségrégation et construire un entre-soi attirant les plus fortunés et laissant les plus pauvres aux mains de l'État. Quand tu regardes le public qu'il y a dans les établissements scolaires privés, tu vois qu'il est très très loin le temps durant lequel il s'occupait des pauvres et des indigents. C'est loin. Je crois que c'est tellement loin qu'ils ont oublié que ça existait. Un rapport du 6 décembre 1879 de Paul Bert résume l'urgence d'une réforme scolaire, proposant une refonte complète de l'instruction primaire autour du triple principe de l'obligation, la gratuité et la laïcité. Les principes de l'école républicaine sont là, mais il manque une force politique pour parvenir à les imposer. C'est Jules Ferry, alors ministre de l'Instruction publique, qui se chargera de porter ces réformes et concrétiser ces objectifs, déjà très anciens, et auxquels s'opposent depuis longtemps conservateurs, religieux et libéraux. Le 29 mars 1880, les républicains ont tenté un coup de force, ils ont décidé en fait de virer toutes les congrégations. Voilà, hop, tout le monde dehors. Le problème, c'est que ça a provoqué des résistances. Les parents d'élèves ont paniqué. Ils se sont dit, ça y est, c'est un coup de force de l'État. En plus, ça a été impossible de véritablement appliquer cette décision.
Conséquence, ils se sont dit, c'est pas la peine. Si on veut faire un truc comme ça, si on veut changer les choses, on peut pas y aller d'un coup. Donc, il va falloir y aller par ce qu'on appelle l'effet de cliquet. Voilà, on va y aller petit à petit. C'est un malin, le Ferry, c'est un rusé. En tant qu'il concrétise enfin les valeurs de l'école publique, Jules Ferry est présenté par certains comme le continuateur de Condorcet. En effet, l'ensemble de son projet est à comprendre à la lumière d'un objectif de laïcisation de l'école, de la société et de l'État, voulant repousser un pouvoir religieux qu'il considère, comme Condorcet, comme une domination illégitime de quelques hommes sur les consciences par le moyen de l'ignorance et de la superstition. J'ai toujours pensé que l'œuvre du gouvernement de la République n'est point une œuvre sectaire, que nous n'avons ni le devoir ni le droit de faire la chasse aux consciences. La laïcité se présente donc comme un moyen de libération politique et sociale, dont l'institution scolaire sera à la fois la première pierre et la pierre angulaire. Pierre, tu es pierre, et sur toi je bâtirai mon école laïque et républicaine. De même, nous trouvons une inquiétude commune pour l'égalité et son lien essentiel à l'enseignement. Avec l'inégalité d'éducation, je vous défie d'avoir jamais l'égalité des droits. Non l'égalité théorique, mais l'égalité réelle. L'absence d'égalité d'éducation se présente comme source d'une crise de la démocratie, née d'une incohérence entre le droit et le fait. Comme le soulignait déjà Condorcet, il n'est pas de démocratie possible sans des citoyens ayant non seulement des droits, mais les moyens réels de les comprendre et de les défendre. Ainsi, la remise en cause révolutionnaire des privilèges n'est-elle pas achevée si chacun est encore tributaire, de par sa naissance, de la capacité ou non d'atteindre le statut achevé de citoyen. Alors, faut bien se rappeler que 10 ans plus tôt, on a massacré les communards. Ils sont tous morts. Voilà. Et ceux qui luttaient pour une république sociale, il y en a plus. Hein, on a purgé le problème. Donc, faut bien comprendre que quand Ferry propose une société égalitaire, attention, il faut conserver quand même des hiérarchies sociales. Hein, les républicains, c'est pas les communistes. De toute façon, les communistes, il n'y en a plus. Hein, ils ont tous viré. Comment un républicain peut-il poursuivre le projet d'un libéral du XVIIIe siècle? De quelle égalité est-il question? Est-ce la même? Comment structure-t-elle le projet scolaire et jusqu'à quel point? Et d'ailleurs, quel est son prix pour la liberté? Le premier texte législatif majeur n'est autre que la loi du 16 juin 1881 sur les titres de capacité de l'enseignement primaire, imposant à toute personne faisant fonction d'instituteur et en charge d'une classe d'être pourvue du brevet de capacité pour l'enseignement primaire. Ce diplôme d'État, désormais indispensable pour enseigner, n'est pas nouveau, ni d'ailleurs les écoles normales en charge de le décerner. Mais un système de lettres d'obédience permettait jusqu'alors aux enseignants issus de formations cléricales et appartenant à certaines congrégations de se passer de ce brevet. Véritable coup de force politique contre l'enseignement privé tenu par des congrégations, il se présente pourtant comme une simple application rectificatrice de la loi que tous les enseignants doivent désormais respecter, peu importe leurs années d'ancienneté dans l'exercice. Non mais j'enseigne depuis 20 ans, je vais quand même pas retourner passer un examen pour prouver que j'ai enseigné. Vous avez jamais entendu parler de la validation des acquis? On peut pas faire ça? Non? Non? J'ai une lettre d'obédience? Non plus. Cette décision se présente comme une mesure égalisatrice en annulant les distinctions existant entre public et privé. Les personnels sont en effet traités à égalité en supprimant tous les privilèges séparant deux corps au traitement distinct. Cette égalité devant la loi impose la reconnaissance d'une égale dignité, mais aussi d'une égalité de compétences, tant le mode de validation et de recrutement est le même pour tous, peu importe les établissements. L'école privée ne peut plus ainsi mettre en avant des professeurs d'une qualité supérieure. Tous sont d'abord reconnus et validés par l'État. Mais tout en égalisant les offres du public et du privé, c'est un rapport de domination qui s'inverse. Cette loi ne se contente nullement de supprimer le privilège de l'école privée, elle subordonne de fait tout l'enseignement à un contrôle de l'État qui désormais décide qui est en droit ou non d'enseigner. Véritable renversement par rapport à la loi Fallou, l'autorité religieuse ne gouverne plus le scolaire, bien au contraire, c'est l'État qui domine l'enseignement et avec lui les congrégations enseignantes. Ferry est assez proche du principe de Condorcet en ce qui concerne la concurrence.
Il ne faut pas interdire les établissements privés, c'est très très bien, ça crée une concurrence saine pour les écoles publiques. Ça les pousse à se stimuler, à se dépasser. Donc l'idée, c'est qu'on ne va pas supprimer l'enseignement privé, on va juste se débrouiller pour que tu n'aies pas de raison d'y aller. À quoi bon dépenser plus? C'est le même service. Le second texte majeur est la loi sur la gratuité scolaire, présentée dès le 20 janvier 1880. Objet de débat beaucoup plus âpre, cette loi n'est pas sans poser des difficultés du simple fait que l'État contribuait déjà à l'instruction des plus pauvres par l'intermédiaire de bourses. À quoi bon imposer une gratuité totale, coûteuse à la communauté, alors que les familles qui en ont les moyens peuvent très bien contribuer à l'instruction de leurs propres enfants sans que cela, pour autant, en exclue les plus pauvres? Fournir un service gratuit, n'est-ce pas symboliquement en dénier le contenu et la valeur, ou encore créer une injustice quant à la répartition de son coût? Les mecs, ils avaient déjà eu le débat 30 ans plus tôt. De Fallou avait défendu l'idée que l'école obligatoire, c'est la prime aux feignants et aux simples d'esprit. Ah, imagine, on va se retrouver avec des étudiants qui ont 45 ans. Faut pas déconner. Quel est l'objectif des républicains avec cette loi dont l'apport est visiblement contestable? La visée n'est pas seulement la lutte contre l'inégalité sociale, mais la remise en cause d'une forme de ségrégation touchant les enfants les plus pauvres dans les établissements scolaires. Le statut de boursier étant connu des services scolaires, ces derniers scindaient les classes en fonction de l'appartenance sociale, produisant un entre-soi. La gratuité pour tous se présente ainsi comme un moyen d'invisibiliser les classes sociales d'origine et empêcher toute forme de discrimination scolaire. Je vous défie de faire jamais de ces deux classes une nation égalitaire, une nation animée de cet esprit d'ensemble et de cette confraternité d'idées qui font la force des vraies démocraties, si entre ces deux classes il n'y a pas eu le premier rapprochement, la première fusion qui résulte du mélange des riches et des pauvres sur les bancs de quelque école. La mixité sociale scolaire n'est autre que le véritable moyen de faire réellement société. Donc, on va faire de la mixité sociale dans les établissements scolaires publics. Oui, parce que de toute façon, dans le privé, c'est bon, hein, il y a déjà toute la bourgeoisie qui est stockée. Donc, il faut rien espérer de ce côté-là. Pas la peine. Le troisième texte, ou la loi sur l'obligation scolaire du 28 mars 1882, se présente comme une réforme à la fois sociale et économique menant à une véritable égalisation et universalisation de l'enseignement. Rendant l'instruction primaire obligatoire pour les enfants des deux sexes, de 6 à 13 ans révolus, ce texte rappelle la responsabilité des parents de fournir une instruction à leur enfant, mais surtout interdit à tout employeur d'embaucher un enfant de moins de 13 ans. L'État devient par là le premier tuteur de l'enfant ayant autorité sur les parents et contrôlant drastiquement ces derniers, n'hésitant pas à les punir ou à leur ôter l'enfant en cas de défaut d'instruction. Oui, allô, Kevin n'est pas venu à l'école aujourd'hui. Oui? Oui, bah, écoutez, c'est simple, on va se contenter cette fois de placarder votre nom sur la porte de la mairie. Comme ça, vous pourrez être hué par tout le monde. Par contre, la prochaine fois, s'il vient pas, vous allez en prison, hein. Mais vous verrez, Cayenne est vraiment très sympa à cette époque de l'année. Ouais, c'est plutôt vrai. Une telle imposition étant de fait une forme de violation des droits individuels, elle n'a pourtant pas été considérée comme une prise de contrôle de l'État, du fait que seule l'instruction était obligatoire et non l'école. Chaque parent conservait le droit d'inscrire son enfant dans l'établissement de son choix ou même de faire l'instruction par lui-même. Une telle loi renforce en conséquence le contrôle de l'État sur l'école privée qui désormais est dans l'obligation de faire atteindre des niveaux déterminés aux enfants, selon leur âge. Cette loi semble non seulement garantir à tous les enfants un minimum d'instruction, mais achever une discrimination dont les filles étaient victimes depuis très longtemps. Oui, bon alors l'égalité filles-garçons, c'est vrai, les filles n'ont pas le même programme, puis elles sont pas dans les mêmes établissements, voilà, elles sont dans des classes non mixtes. Oui, bon, c'est l'égalité, mais il faut pas trop déconner quand même, hein. Voilà, faut savoir être mesuré. C'est à partir de 1882 que s'engage frontalement le combat pour la laïcité, n'ayant désormais plus pour objectif de repousser hors de l'école les congrégations, de libérer l'école de la tutelle de l'autorité religieuse,
mais bien de supprimer toutes les références religieuses dans l'institution scolaire. Si laïcité et démocratie sont indivisibles et si la démocratie ne peut réaliser son essence et remplir son office, qui est d'assurer l'égalité des droits, que dans la laïcité, par quelle contradiction mortelle la démocratie renoncerait-elle à faire pénétrer la laïcité dans l'éducation, c'est-à-dire dans l'institution la plus essentielle, dans celle qui domine toutes les autres? Décision venant défendre une véritable liberté de pensée, ce texte législatif est une véritable prise de pouvoir de l'État sur le système scolaire contre les autorités religieuses désormais repoussées physiquement hors de l'école publique. Les ministres du culte n'ont plus à entrer dans l'école, comme l'école n'a plus à mener les élèves à leur enseignement. L'instituteur devient enfin indépendant du personnel religieux qui n'a plus autorité sur lui. La pratique scolaire se trouve ainsi modifiée, voyant les prières et enseignements religieux disparaître des pratiques de l'école, tout comme les signes présents dans les classes, qui doivent désormais être décrochés. Et c'est là qu'apparaît l'idée de faire une morale laïque pour remplacer le cours de morale religieuse. Parce qu'il ne faudrait pas que les enfants sortent de l'école en étant vicieux et immoraux. Ah ben non, sinon l'école aurait raté quand même sa mission. Et puis il faut quand même leur apprendre les devoirs envers Dieu. Ah oui, c'est dans le programme. Cette laïcisation de l'école qui se définit par la neutralité ne va toutefois pas sans paradoxe. Si les écoles sont sans confession et sans marque de confession, si elles n'empêchent pas les pratiques religieuses et l'enseignement religieux donné aux enfants en arrangeant ses horaires pour que chacun puisse librement éduquer sur ce point son enfant, si elle se veut impartiale, accueillant également toutes les confessions et imposant la neutralité à ses programmes personnels et méthodes, il n'en demeure pas moins que le résultat est quelque peu complexe. Premièrement, la lutte étant portée contre les autorités religieuses et non contre l'idée de croyance elle-même, les politiques sont sur la question quelque peu ambiguës. Oui, nous avons voulu la lutte anticléricale, mais la lutte anti-religieuse, jamais, jamais. En voulant maintenir la religion tout en remettant en cause le pouvoir de ses représentants, l'autorité politique plonge l'éducation scolaire dans nombre de difficultés. Comment parler de Dieu ou de devoir envers Dieu sans prendre une position théologique? Comment traiter le respect des croyances alors que l'État lui-même est en conflit contre les autorités religieuses? Non mais imagine le collègue qui doit expliquer qu'on a des devoirs envers Dieu, mais qui doit pas dire si Dieu existe ou pas. C'est tellement absurde. La question est d'autant plus complexe que les méthodes employées par les instituteurs sur ces questions ne sont pas sans une forme d'influence contestable et contestée. On reproche à des manuels d'influencer les représentations et consciences. Si la critique est entendue, il ne faut pas sous-estimer un renversement des valeurs, bien réel. Il faut que nous fassions pour l'école ce que nos pères faisaient pour leurs églises. C'est notre école laïque à nous, où l'on enseigne les vertus civiques, la religion de la patrie, car c'est une religion qui, si elle n'a pas ses mystères, a ses dogmes, ses héros et ses martyrs. L'école vante sous sa neutralité une religion laïque, un républicanisme contraire à l'absence d'orientation politique et philosophique. Enfin, la vision de la laïcité défendue par Ferry est finalement contestée par ses continuateurs qui, à l'image de Jaurès, dénoncent l'idée d'une neutralité comme l'incarnation de l'école du vide. À quel moment des prolétaires refusent-ils leurs enfants à l'école laïque, à l'école de lumière et de raison? Une école neutre n'a ni principe, ni doctrine, ni pensée, ni morale. Elle est sans efficace éthique et laisse les instituteurs dans une suspension des questions dommageables, ne pouvant aborder les questions essentielles. La réaction est une approche positive de la laïcité qui se présente comme l'avènement de la raison, la diffusion de l'héritage des droits de l'homme, de la liberté, de l'égalité de droit. La laïcité incarne alors la victoire d'un esprit scientifique sur l'obscurantisme religieux qui a lui-même a évolué. Alors on est à une époque aussi de scientisme radical, c'est-à-dire que personne ne croit en Dieu. Hein. Croire en Dieu c'est mal, mais croire en la science c'est bien. Je te jure. Pareil, c'est quoi ce délire quoi? Imagine qu'on te dit, oui, faut croire en la science. Contestée dans son principe et critiquée dans sa forme, cette loi sera en plus problématique dans son application factuelle.
Dans les faits, l'application de la loi ne sera pas sans une très grande variabilité locale. Reconnaissant un risque de résistance et d'échec face à la pure et simple imposition de la laïcité scolaire, la circulaire Buisson du 2 novembre 1882 donne pouvoir au préfet de gérer au cas par cas l'application de la loi. Et c'est ainsi que l'on accepte que dans certaines régions, des religieux continuent d'enseigner ou encore que demeurent des crucifix dans les salles. Alors si je résume, l'idée c'est qu'entre 1882 et 1905, loi de la laïcité, en gros, la laïcité à l'école, elle est à géométrie variable. Voilà. En fait, un peu comme maintenant. L'adaptation des réformes aux parents, afin de désarmer leur résistance par avance, n'est pas la seule explication du succès de la politique de Ferry. Les réformes ont été acceptées par la population, surtout du fait que la défaite de 1870 a été la preuve d'un manque de patriotisme et que l'école doit désormais être son creuset pour le reformer. L'école républicaine de Jules Ferry était censée faire rempart aux divers ennemis de l'État-nation. Les curés, qui soutenaient les bourgeois anti-républicains, le patronat conservateur et paternaliste, et l'Allemagne, ennemi héréditaire par excellence. Sans compter les rouges, toujours présentés avec le couteau entre les dents. L'école de la République, c'est donc la réponse républicaine à la défaite de 1870. Et pour ça, on va apprendre aux gamins à défiler comme des militaires. Voilà. On va transformer l'école en service militaire première année. L'école doit être le creuset de cette identité nationale qui a tant manqué durant la dernière guerre, et il est temps qu'elle assume sa part de responsabilité dans le désastre de Sedan. Le système scolaire doit désormais développer un attachement à la langue de la nation, au passé national, exciter un amour du sol natal, de la patrie, en excitant dès le plus jeune âge le petit français à un attachement affectif à son pays. L'école de Ferry, elle a donc pas pour but l'instruction, mais bien l'éducation nationale. C'est marrant, ça me rappelle un truc, ça. Dans la salle où sont marqués sur la carte de France de noir l'Alsace-Moselle pour rappeler le deuil de leur perte, l'enfant entonne des chants de soldats, récite des poésies patriotiques, apprend une vision orientée de l'histoire appelée grand roman national. Et durant ces exercices physiques, il prépare des exercices fondés sur des théories militaires données par des instructeurs. Point d'orgue de cette folie militariste, les bataillons scolaires. Généralisé par un décret du 6 juillet 1882, c'est le défilé des enfants sur le modèle du défilé militaire, avec tout l'équipement adéquat, uniforme, fusil, tambour, clairon. Cette parodie, si elle dure relativement peu de temps, une dizaine d'années, et prend mal dans les campagnes, démontre tout de même comment la foi nationale est au cœur de la raison scolaire et quel type d'égalité est visé. Il n'est pas plus égal que l'uniformisation des individus dans le monde des armées. C'est le principe de l'uniforme dans l'armée. Il n'y a que deux modèles, trop grand ou trop petit. Parce qu'en fait, il n'y a qu'un modèle. Moi, c'est pareil. Moralité. L'objectif militariste scolaire explique et justifie une différence de traitement et de programme entre filles et garçons, mais démontre inversement que l'ensemble des réformes scolaires, laïcité, obligation, gratuité, ont pour fonction non plus de libérer les citoyens, mais bien de produire une égalité en visant à uniformiser les individualités dans une structure hiérarchisée au service de la nation. Qu'ils soient riches ou pauvres, tous seront également amenés à mourir sur le même champ de bataille.